Monsieur le secrétaire d'État aux anciens combattants, Monsieur le président de la mission interministérielle aux rapatriés, Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, Monsieur le maire, sénateur de Perpignan, Madame le député, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le président de la Fédération des cercles algérianistes, mes chers collègues, présidents des cercles algérianistes locaux, Mesdames et Messieurs les présidents des associations de Français d'Algérie, Pieds Noirs, Harkis, Mesdames et Messieurs les présidents des associations d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs, chères familles de disparus, chers amis, permettez-moi, au jour de l'inauguration solennelle de ce mur dédié aux Français disparus de l'Algérie française, de remercier tout particulièrement la ville de Perpignan pour son soutien et particulièrement son premier magistrat, M. Jean-Paul Alduy, dont nous nous souvenons des émouvantes paroles prononcées lors du congrès des cercles algérianistes en 2004, consacré à la mémoire des disparus que nous honorons aujourd'hui. Nos remerciements vont également à ses proches adjoints, M. Jean-Marc Pujol, M. Maurice Halimi, M. Raymond Salah. Mes amis, longue a été la route qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Dès le 19 mars 1962, les enlèvements massifs ébranlent notre communauté. Quelques semaines plus tard, plus de 300 familles se regroupent à Alger en juin 1962 et créent leur première association qui, immédiatement, réclame la libération des séquestrés et l'autorisation de visite par des associations humanitaires, Croix-Rouge, Secours catholique. En métropole, les premières associations de rapatriés se mobilisent et demandent à l'ATFA, Association de défense des droits des Français d'Algérie, créée en juin 1962, de prendre en charge ce dossier. L'ATFA, emmenée par son secrétaire général Jean-Yves Chevalier, est très active. Une famille de disparus, la famille Jordan, dont je salue ici les représentants, met tout son savoir-faire et son argent au service de l'association, lui permettant ainsi de faire fonctionner un secrétariat qui établit les premières listes d'enlevés. Les premiers témoignages sont recueillis et peu à peu le groupement s'étoffe. Il fera un travail remarquable et solide. Les parlementaires bienveillants seront informés, en particulier Monsieur le sénateur Dailly, qui, fort des témoignages reçus, demandera à maintes reprises des explications au chargé des affaires algériennes, M. Jean Debreuil. Une autre association, l'ASFED, Association de sauvegarde des familles et enfants disparus, va mener également des démarches importantes, notamment près du Comité international de la Croix-Rouge. La SFDA, Souvenir des Français disparus en Algérie, prendra le relais de la SFED avec à sa tête un homme remarquable, le colonel Bautista, qui aujourd'hui est absent pour des raisons médicales. Il m'a demandé de vous saluer et de vous dire combien il aurait aimé partager avec vous ce moment d'émotion et de recueillement. Depuis 1990, d'autres associations essaient de faire avancer ce dossier. Colette du Cossader, notamment, ainsi qu'un groupe informel de familles réunis autour de Monseigneur Boz et de Jean Monneret, dont je salue la présence ici à nos côtés, joignent tous leurs efforts depuis 2003 pour se faire entendre. D'autres associations ont tenté des actions en justice, restées hélas sans suite jusqu'à aujourd'hui.
Les colloques, organisés par le Cercle algérianiste sur ce thème, tant à Bordeaux qu'à Perpignan en 2004, ont permis un début de sensibilisation de l'opinion publique. Des filles de disparus ont elles aussi organisé des marches à Marseille en 2005 et 2006 dans cette perspective. Les efforts conjugués de tous ceux qui considèrent qu'il est nécessaire de connaître la vérité commencent enfin à porter leurs fruits. Pour l'édification de ce mur, des centaines de familles nous ont confié leurs archives, permettant ainsi la constitution d'un fonds documentaire très important, preuve irréfutable de l'ignominie de ce drame. C'est donc avec chaleur et reconnaissance que je les remercie. Je remercie également chaleureusement tous les généreux donateurs, car, est-il besoin de le rappeler, c'est une souscription privée qui nous a permis de financer cette réalisation. Ils sont 2630 à avoir manifesté leur solidarité, dont 365 associations de Français d'Algérie, de harkis et d'anciens combattants. Je veux aussi remercier M. Olivier Wetz, architecte en chef des monuments historiques, qui a guidé et supervisé l'installation du monument en veillant à sa parfaite intégration dans ce site historique classé. Je remercie tout particulièrement M. Gérard Vier, sculpteur officiel des armées, qui a conçu et réalisé le bronze qui symbolise le sacrifice des disparus. J'y associe les entreprises Buisan d'Elne pour les travaux de marbre, Vidal du Soleil pour la fironnerie, Thermocom de Vic pour la réalisation des matrices, Barberi de Rideyots de la Selva qui a fondu l'ensemble des plaques et a collaboré avec l'artiste. Ma reconnaissance, ma gratitude va également à ceux qui ont été les artisans inlassables de ces derniers mois, tous les membres du comité de pilotage de cette noble ambition, et plus encore ceux de l'équipe du Cercle algérianiste des Pyrénées-Orientales qui ont donné, sans compter leur temps, leur énergie, leur ferveur. Enfin, à vous tous, venus de loin, de tous les horizons du pays et parfois d'au-delà de nos frontières, à vous tous qui avez tenu à honorer ceux que vous avez peut-être, ceux que vous avez sans doute côtoyés, à vous tous, pour eux, pour nous, merci. Il s'agit de la lettre de Maurice Calmin, fondateur du Cercle algérianiste, à son père disparu. Cher papa, je me souviendrai toujours de cette horrible journée du 20 juin 1962. J'avais 10 ans. Tu en avais 40, comme maman. Nous habitions Oran, lotissement des Palmiers. Tu es parti en vélo vers 16h30 pour faire quelques courses à l'épicerie Moulet. Je t'avais demandé de me rapporter de la longanise pour le repas du soir. J'adorais ça et celle de chez Moulet était excellente. Le quartier était calme, comparé à la veille où maman avait eu très peur de tous ces gens qui étaient passés dans la rue, très nombreux et excités, en criant et en brandissant des drapeaux verts et blancs. J'avais mis mon costume de Davy Croquette que le Père Noël m'avait apporté 6 mois plus tôt, et je rampais dans le jardin avec ma carabine à flèche, visant des Indiens ou des feux à gaz imaginaires. Maman surveillait mes exploits guerriers par-dessus la jardinière de persil de la fenêtre de la cuisine. Vers 18h, elle m'a demandé de rentrer. Elle avait l'air nerveux. « Il est plus de 6h et papa n'est pas rentré, me dit-elle. Mets ton gilet et viens avec moi. » Je commençais à m'inquiéter pour ma longanise.
et maman a éclaté en sanglots dans les bras de Madame Chénier. À peine avions-nous regagné la maison que cette dernière arriva en courant et en criant que M. Moulet l'avait rappelé pour signaler que ton vélo avait été retrouvé au bord de la route, près du terrain vague bordant l'épicerie. J'imaginais ce vélo rouge avec ses sacoches et son changement de vitesse. Il faisait mon admiration depuis que tu l'avais acheté. J'espérais qu'il ne s'était pas abîmé en tombant. Plus les heures passaient, et plus elles nous confirmaient que tu avais disparu. Maman n'arrêtait pas de pleurer, et je m'y suis mis, moi aussi. La nuit qui tombait me fit prendre conscience de ton absence. J'avais froid et peur du moindre bruit venant du dehors. Maman est encore sortie après m'avoir enfermé à clé. Elle est vite revenue avec Madame Chénier et son mari, puis d'autres personnes sont arrivées et reparties. Il y avait beaucoup d'agitation et je ne comprenais pas tout ce qu'ils disaient. On m'envoya jouer dans ma chambre, comme si j'avais envie de jouer. Maman m'a autorisé à dormir dans votre grand lit et tout d'un coup, elle m'a serré très fort contre elle en pleurant. Malgré toutes les recherches que maman, les cousins et les amis ont pu faire, nous n'avions aucune nouvelle de toi. Le signalement de ta disparition à ce qui restait de police n'apporta pas le moindre indice. 1 mois et demi plus tard, le 23 août, nous quittions Oran pour toujours. Avant de monter sur le bateau, je me suis jeté par terre en pleurant et en hurlant que je ne voulais pas partir sans toi. Il faisait chaud, il y avait beaucoup de monde avec des valises et des paquets. Maman s'est évanouie et des gens nous ont donné de l'eau. J'ai longtemps regardé Oran qui s'éloignait, noyé dans mes larmes. Je voyais ton visage se fondre dans la ville. J'aurais voulu mourir. En France, il faisait aussi chaud et cela me surprit. Au lieu de verdure, ce furent les collines arides des environs de Marseille qui nous accueillirent. Les premiers jours furent épuisants. Nous avons attendu pendant des heures, parqués comme des bêtes. Nous avons pris plusieurs fois des trains bondés pour des voyages interminables. Et maman pleurait toujours. Nous avons finalement échoué à Toulouse chez des gens qui ont été très gentils avec nous. Le monsieur, André, nous a amenés à la police, puis à la préfecture pour dire, une fois de plus, que tu avais disparu. Je ne comprenais pas tout, mais à un moment, l'employé a dit qu'on ne te reverrait pas. Là, j'ai beaucoup pleuré et je n'arrivais plus à respirer. Les Français de France n'étaient pas toujours très gentils avec nous. Les années ont passé, toujours sans nouvelles de toi. À l'école, au club de foot, au scout, j'ai toujours eu le sentiment de ne pas être comme les autres enfants. Et il m'est arrivé d'envier ceux qui pouvaient se déclarer clairement orphelins. Quand on me posait des questions, je ne savais pas quoi répondre. Quelle était ta profession? Si maman était mariée ou non? Et parfois, j'avais honte. Aujourd'hui, j'ai ton âge, celui que tu avais quand tu es parti. Et quand on me demande si tu es décédé, je suis toujours obligé d'expliquer assez longuement les choses. Quand je vois que pour le moindre retard de train, on met en place une cellule d'accompagnement psychologique, je me dis que pour nous, on n'a vraiment rien fait. Je t'ai revu en rêve des centaines de fois. Certaines nuits, je n'ai vu que le vélo rouge renversé dans le terrain vague avec la roue avant qui continuait de tourner dans le vide.
comme ta présence que nous ressentons toujours, proche et lointaine à la fois. Nous avons tout imaginé de ce qui a pu t'arriver. Et cette interminable quête, cette incertitude angoissante continue de hanter nos vies. Pour les autres, tu es un disparu, appellation administrative bien commode qui leur permet de te ranger dans une de leurs boîtes d'archives. Nous ne saurons jamais si tu es mort, où et comment, si tu as souffert, ou si tu es toujours de ce monde. Parfois, on a l'impression que tu vas peut-être refaire irruption parmi nous. Et si tu es vivant, comment es-tu? Que fais-tu? Où es-tu? Es-tu en prison? Dans un camp de travail forcé? Toujours en Algérie? Maman nous a quittés l'année dernière. Ce fut sans doute pour elle une délivrance, une façon de te rejoindre. Elle, au moins, je sais où elle est et pourquoi. Mon père, lui, est un fantôme qui me hantera et que je pleurerai jusqu'à mon dernier jour. Pendant la guerre d'Algérie, avant et surtout après le 19 mars 1962, des milliers de Français d'Algérie, Européens, harkis, militaires, ont disparu, enlevés, sans laisser de traces. Ces drames terribles ont plongé pendant des décennies les familles dans des souffrances, des larmes et de terribles interrogations. En 2004, à Perpignan, nous avions pris l'engagement d'offrir à ces familles meurtries par la disparition d'un être cher un lieu de recueillement. Ce tombeau symbolique, tant espéré, le voici. La mobilisation nationale a eu lieu. Cette union historique de notre communauté, dans le souvenir de son passé le plus tragique, a permis la réalisation de ce mémorial. Car en effet, c'est bien un droit naturel, imprescriptible de tous les hommes, de rendre hommage aux leurs. Comment les nôtres auraient-ils pu en être exclus? En citoyens instruits de nos droits et de nos devoirs, il est légitime de nous retrouver aujourd'hui en ce lieu de mémoire. Ô chers disparus, que vos noms soient absents ou gravés dans le bronze de ce mur, hommes, femmes, enfants de toutes origines, vous qui n'avez eu droit ni aux croix de bois, de fer ou de pierre, vous qui n'avez eu droit ni à l'étoile, ni au croissant, ni même à la colonne tronquée des agnostiques, hommes, femmes, enfants de toute confession, recevez ici l'hommage ému des vôtres qui n'ont rien renié de leur passé et ne vous ont pas oublié. Hier, sa sœur me l'a dit, Roger était épicier à Bonn. Il est parti ce 24 décembre 1958 pour une petite promenade en vélo. Il n'est jamais revenu. François, quant à lui, commande une SAS dans le Cersoux. Il est officier de réserve en situation d'activité. Il a une femme et 4 enfants. Le 24 avril 1962, il est enlevé dans la région montagneuse de Teniet El Had. Oh, et toi, l'Italien,
toi qu'on appelait l'Italien, tu avais 37 ans. Près d'Orléansville, dans la plaine du Chélif, ta voiture a été stoppée. On ne t'a jamais retrouvé, ni ton épouse, ni ton bébé de 18 mois. Juin 1962. Août 1962, ils étaient six hommes, près de leur village de Saint-Ferdinand, dans le Sahel d'Alger. Disparus à jamais. À 70 ans, monsieur le maire d'un petit bled de Mitidja, au pied de l'Atlas, a refusé de partir. Le 23 août 1962, il n'est pas parti de son plein gré. Forgeron de son état, bien décidé à rester vivre au pays, il est allé faire ses courses entre Misserguine et Oran, seul, ce 6 juillet 1962. Depuis, sa famille est elle aussi bien seule. Avec 2 gamins, dans sa vieille voiture, le curé de Parmentier a été kidnappé près de Sidi Bel Abbès. Plus aucune nouvelle. Et eux, ils allaient abandonner leur propriété dans le Cersou. La mère, 63 ans, son fils, 37, sa belle-fille, 37 ans, son deuxième fils, 34 ans, sa femme enceinte, 28 ans, son petit-fils, 2 ans, et un ami de la famille ont été arrachés à leur terre, 21 juin 1962. Son frère a été assassiné en 1956. Hassen devient alors harki. Et comme lui, son père aussi s'engage. Le père est arrêté en octobre 1962. Trop français. Depuis, il n'a plus donné signe de vie. En avril, peu de temps après le cessez-le-feu, sur une route de l'Oranie, le neveu et son cousin, 37 et 20 ans, l'oncle et la tante, 54 et 47 ans, sont arrachés au leur. Il y a avec eux Kheira, 12 ans, la fillette qu'ils ont adoptée. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1956, Claude et son copain Patrick le Nantais, Michel le gars du Nord et avec eux 18 de leurs camarades militaires se volatilisent aux Abdélis près de Tlemcen. À quelques kilomètres de là, au printemps 57, Louis taille sa vigne. Un peu trop tard le soir, la taille ne sera jamais terminée. Entre Bénissaf et Oran, ils sont partis comme des fous à la recherche de leur fils. La famille de Jean-Jacques n'est jamais arrivée nulle part. Leur fils non plus. 19 juin 1962. 6 jours avant, cet agriculteur, par ailleurs bon arabisant, est enlevé avec ses 2 ouvriers musulmans. À eux 3, il laisse 3 femmes et 12 enfants en bas âge. Théodore, Henri, Antoine, Ange et André, Gérard Solange, Jacques, Émile, Manuel, Marcel et Lucien, Jules, Marius et Claude, Christian, Yvon, Alain, son fils 14 ans et sa fille 19 ans, sa sœur et ses 2 fillettes de 14 et 17 ans, et aussi l'ami de l'une d'elles. Christian, Eusébio, Joachim, Michel, Joseph, Jean-Roger, Aline, François et 2 de leurs enfants, Huguette et Thomas, Paul, Youssef, Marcel, Élie, René, Francisco et Marie-Rose, Édouard, Joseph, Guy, et avec eux des centaines de vieillards, d'hommes, de femmes, d'enfants, vont se volatiliser ce 5 juillet 1962 à Oran. Robert et Chantal aussi. Ils laissent 9 orphelins. Enlevés, arrêtés, kidnappés,
jamais rendus, jamais revenus, enfouis, abandonnés, dissimulés, ce sont nos disparus. Le mot est froid et juridique pour les administrations. Il est pour nous douloureux, à fleur de peau, jamais cicatrisé. Et c'est la raison de ce mur. Non pas une réparation de l'irréparable, mais une reconnaissance, un hommage, une prière. Action tardive, sans doute. Il aura fallu attendre un demi-siècle. Action d'une communauté d'exilés qui n'oublie pas et qui a le sens de ce qui est dû. Soit dit sans acrimonie, la polémique ne sera pas de notre fait, pas ici, pas maintenant. Un tel monument aurait mérité une réalisation plus précoce, d'envergure nationale et une initiative publique. Mais il sera notre fierté. Je dis à chacun d'entre vous, quand vous passerez devant cette œuvre, découvrez toute la signification symbolique de son apparent mystère. Ralentissez. Recueillez-vous devant cette litanie de patronymes dont beaucoup vous seront familiers et qui peut-être sont les vôtres. Ces noms, gravés dans le bronze, ce métal venu du fond des âges, résonne d'une musique éternelle, la musique longtemps étouffée de notre mémoire. Vous êtes entre les mains de Dieu pour l'éternité, en nos cœurs pour la vie, en notre mémoire pour la paix. Aujourd'hui, en prenant la parole au milieu de vous, devant le mémorial de nos disparus, j'ai pris conscience de ma responsabilité. Il faut oublier, me dit-on. Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas réveiller les mémoires douloureuses de part et d'autre. À tout cela, je répondrai par une phrase d'Albert Camus. Je veux combattre pour la justice, non pour la pénitence des uns et la vengeance des autres. Justice, car il faut rappeler que les disparus, ce sont d'abord et avant tout des enfants, des hommes, des femmes, de toute confession, d'origine, religion et appartenance. Ils aimaient l'Algérie. S'ils ne sont plus là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont cru à l'Algérie. S'ils ne sont plus là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont cru à la France. Alors, au-delà des polémiques, c'est vers eux que je veux me tourner. Vous ne pouviez pas rester dans l'anonymat de chacune de vos vies, avec pour seule consolation le souvenir et l'amour de vos familles. Vous ne pouviez pas rester les oubliés d'une histoire qui ne veut reconnaître qu'une partie de la vérité. La vérité, c'est de dire que si vous êtes disparus, si personne n'a plus jamais eu de nouvelles de vous, si aucune autorité n'a essayé de savoir et de trouver, c'est que chacun savait que vous aviez été assassiné. Cette vérité dérange, bien sûr, car elle est contraire à ce que de beaux messieurs en cravate avaient prévu en signant les accords d'Évian. Vous tous, familles de disparus réunis aujourd'hui autour de ce mémorial, sachez que notre devoir de mémoire est de permettre à chacun de faire son deuil d'un être cher et d'un pays disparu. Mais ce deuil ne peut se faire ni dans la pénitence, ni dans le désir de vengeance. Il doit se faire dans le respect de la mémoire des disparus, des souffrances de leurs proches et par la reconnaissance par la République de votre drame. Ce mémorial a une portée symbolique, mais il sera hélas
votre seule sépulture. Alors, en nous inclinant devant les disparus, en partageant avec les familles toutes leurs émotions, nous voulons citer ce merveilleux proverbe africain qui dit « Tant qu'une seule personne pense à vous, vous n'êtes pas mort. Nous serons désormais nombreux à penser à vous. » Je vous remercie. Monsieur le ministre, monsieur le sénateur-maire, mesdames et messieurs les présidents, qui êtes plus de 350 aujourd'hui parmi nous, mes chers compatriotes, et surtout vous, membres de familles de disparus, plus de 200 réunis au milieu de cette foule. 1200. Oui, aujourd'hui, permettez-moi de vous dire toute ma fierté et ma reconnaissance. Fierté tout d'abord que le Cercle algérianiste ait tenu l'engagement pris, ici même, il y a 3 ans, lors du grand colloque sur les disparus, d'ériger ce mémorial en hommage à nos compatriotes, fils et filles de cette terre d'Algérie qu'ils chérissaient tant, et qui, hommes, femmes et enfants innocents, croisèrent un jour la haine sur leur chemin, cette haine qui allait les conduire au martyre. Oui, fiers de pouvoir, à vos côtés, et avec votre soutien massif, inaugurer ce mémorial, lieu symbolique de cette mémoire douloureuse, mais aussi lieu de recueillement, de témoignage et d'espérance. Mais aussi reconnaissant à l'égard de milliers de nos compatriotes, de centaines d'associations de Français d'Algérie et de Harki qui ont répondu à notre appel pour que cette entreprise aboutisse. Reconnaissant enfin à l'égard de Jean-Paul Alduy, sénateur-maire de Perpignan, et de Jean-Marc Pujol, sans lesquels rien n'aurait été possible, et qui ont su être à l'écoute de cette souffrance et de cette exigence mémorielle. Ce mémorial, certes, ne comblera pas les béances de la séparation, n'apaisera pas les souffrances indicibles. Mais parce que notre histoire n'est plus de sang, mais de mémoire, il nous permet de retisser le lien indéfectible qui nous lie avec ceux qui vécurent, il y a presque 5 décennies, l'innommable. Ce mémorial a pour vocation de rappeler à la mémoire des hommes, avant que le temps passant, les visages des disparus ne deviennent que des ombres interchangeables, que ce martyre a bien existé. Il constitue enfin pour les familles meurtries, qui ont enfoui depuis plus de 45 ans cette douleur au tréfonds de leur âme, une lueur dans la nuit, une manifestation d'une vérité trop souvent niée. Alors que nombre de pieds noirs, après avoir tout quitté, laissé là-bas les bonheurs d'enfance, la mémoire familiale jusqu'aux tombes des plus proches, surent se rappeler à la vie et surmonter les premiers moments de colère et de désespoir, pour d'autres, frappés par l'injustice, de la disparition d'un être cher et victimes de l'abandon, tout s'arrêta net. Pour eux, le désarroi et la détresse devaient être les plus forts, faisant de chaque instant de métropole un refus de vivre, au-delà d'une mémoire engloutie dans l'épreuve. Alors aujourd'hui, c'est toute une communauté qui partage votre douleur, qui se réapproprie son histoire, se reconnaît dans votre épreuve et se souvient de ce drame. Oui, aujourd'hui, plus que jamais, la phrase de Pierre-Emmanuel trouve pleinement son sens. « Seigneur, tu nous as donné ces morts en héritage, nous sommes devenus les pères de nos morts. » Mais au-delà d'une reconnaissance de ces souffrances par notre communauté, la reconnaissance de celle-ci par la nation est notre vœu le plus cher. Parce que la République est grande quand elle est la mère de tous ses fils, parce que la République est grande quand elle est la République de toutes les mémoires. Aussi, comment ne pas souscrire aux propos que nous adressait avant son élection, le 16 avril dernier, le président de la République. Près d'un demi-siècle après les faits, nous disait-il, il est grand temps que toute la lumière soit faite sur ces disparitions, que des experts, des historiens et chercheurs indépendants puissent vraiment étudier le sort des disparus et aider ainsi leurs familles à retrouver la paix. Il est grand temps de connaître la vérité historique des faits. Il est grand temps de rendre hommage à ces victimes et à leurs familles, les échos d'un passé dont elles ont été injustement dépossédées. Ces mots ont touché au cœur nombre d'entre nous, au premier rang desquels les familles de disparus. Et c'est pourquoi, Monsieur le ministre, en me retournant vers vous, ceux dont vous êtes aujourd'hui porteurs de la part du président de la République sont particulièrement attendus. Mais au-delà du drame des disparus, cette inauguration représente plus encore
Elle nous permet de dire avec sérénité, mais avec force, aux négationnistes du drame des Pieds-Noirs et des Harkis, à ceux qui sont adeptes d'une vision hémiplégique de l'histoire, à tous ceux qui considèrent qu'une seule vérité historique doit s'imposer, que les souffrances des Harkis et des Pieds-Noirs ne sont pas moins honorables que d'autres et que l'on ne peut disqualifier les souffrances qui sont portées aujourd'hui par les familles endeuillées. Nous ne souhaitons pas qu'une vérité s'impose à la place d'une autre, mais nous voulons que toutes les mémoires soient entendues, toutes les souffrances puissent s'exprimer, que tous les drames soient reconnus. Et puis enfin, ce moment d'exception est pour nous l'occasion d'affirmer que nous sommes une communauté debout, une communauté qui assume son passé historique, une communauté fière de l'œuvre accomplie en Algérie, une communauté fière de ses racines. Oui, en 2 mots, nous sommes fiers, Harkis et Pieds-Noirs, d'être des Français d'Algérie. Monsieur le ministre, merci pour votre présence amicale ici parmi nous dans ce moment de recueillement et de compassion. Monsieur le préfet, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux, municipaux, Mesdames et Messieurs les présidentes, les présidents des associations du cercle algérianiste, chères familles de disparus, Perpignan vous accueille aujourd'hui comme elle a accueilli en 1962 tous nos compatriotes forcés à l'exil à la fin de la guerre d'Algérie. Et avant vous, tous les républicains espagnols forcés à l'exil en 1939. Perpignan, terre d'accueil, ne pouvait pas laisser la mémoire des disparus à jamais ensevelie dans les mensonges de l'histoire. Le respect que nous devons à la mémoire de ces enfants, de ces femmes, de ces hommes, victimes innocentes de leur attachement à leur terre, est porté aujourd'hui par ce mémorial des disparus. Vous, les familles, vous demeurez depuis 45 ans dans la peine, la douleur, l'incertitude. Vous, les familles, vous aviez au fond de vous le sentiment que la justice n'existe pas et que votre malheur n'a jamais été pris en compte par personne en dehors de vous. Vous, les familles, vous pensiez que l'oubli devait être le tombeau définitif de vos proches disparus. Eh bien non. Perpignan, à sa modeste place, veut rappeler aujourd'hui que la mémoire de vos souffrances était partagée par une communauté de destin. Perpignan, la solidaire, ne devait pas ignorer ces vies brisées, ces bonheurs perdus, ces espoirs anéantis. En me tournant vers ce mémorial et vers les noms qui sont inscrits en pensant aux Harkis, je ne peux m'empêcher de croire que tout cela aurait pu être évité. D'autres pays depuis, comme l'Afrique du Sud, nous ont montré que la solution politique d'un destin commun entre différentes communautés aurait pu aussi être trouvée en Afrique du Nord. Alors de grâce, ne refaisons pas l'histoire, car les historiens auront le temps de le faire au fur et à mesure que les archives s'ouvriront. Demeurons simplement, avec respect, avec compassion, dans l'entière solidarité avec les victimes. C'est ce que nous avons souhaité à Perpignan quand nous avons autorisé le cercle algérianiste à installer ce mémorial des disparus. Car Perpignan, terre d'accueil, Perpignan la fraternelle, Perpignan la solidaire, a toujours, dans son histoire, été du côté des victimes. Et si je suis devant vous aujourd'hui, au-delà de ma fonction, c'est l'homme responsable d'une communauté de destin
aux mémoires croisées qui s'inclinent devant ces pauvres êtres faits de chair et de sang, disparus à jamais. Oui, chère famille, on pourra dire partout que vous n'êtes plus seuls pour penser à eux, mais qu'ici, à Perpignan, une cité tout entière veille sur eux. Chère famille, oui, ici à Perpignan, nous n'oublions pas, nous n'oublierons jamais. Cette histoire de France, il est de ma responsabilité au sein du gouvernement de l'appréhender, certes dans toute sa grandeur, mais aussi dans ce qu'elle a pu avoir de sombre. Je veux donc une politique de mémoire assumée, comme j'ai pu le dire dernièrement lors de mon premier déplacement officiel en Algérie, c'était il y a quelques semaines. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas d'une politique de mémoire fondée sur la pénitence et sur la repentance. Et il faut que ce soit bien clair. Je veux une politique de mémoire qui véhicule les valeurs de notre identité républicaine et porte haut notre fierté nationale. Nous devons surmonter l'affrontement systématique des mémoires pour aller à l'établissement objectif des faits et à la vérité des événements. Pour atteindre cet objectif, nous devons bien évidemment accéder à l'ensemble des sources, des archives et des documents. Comme je l'ai d'ailleurs rappelé récemment en Algérie, la France est toujours prête à ouvrir ses archives, mais la règle de la réciprocité doit bien entendu s'appliquer. Je veux le dire le plus simplement et le plus sincèrement. La mémoire doit devenir ce qui nous rassemble, enfin, 45 ans après les faits. Mesdames et messieurs, mes chers amis, mes chers compatriotes, parce que l'absence de l'être aimé ne saurait laisser derrière soi le sentiment de l'oubli, nous devons inlassablement rappeler la mémoire de celles et de ceux qui ont servi la France. Comme l'a écrit le président de la République à vos associations le 18 avril dernier, et je le cite, « Près d'un demi-siècle après les faits, il est grand temps que toute la lumière soit faite sur ces disparitions, il est grand temps de connaître la vérité historique des faits, il est grand temps de rendre hommage à ces victimes et à leurs familles. » C'est tout le sens de ma présence aujourd'hui parmi vous, à Perpignan, au nom du gouvernement de la République. Vive Perpignan, vive la République, vive la France. Une délégation composée des représentants des familles de Français disparus, je veux dire de pieds-noirs, de harkis et de militaires. Cette délégation va se rendre devant le mur des disparus. Parmi les membres de la délégation qui se trouve devant le mur des disparus, 3 enfants, un pied-noir, un harki et un militaire, 3 enfants de pied-noir, harki et militaire vont dévoiler le mur. Pour la musique de la Légion étrangère, à mon commandement. Garde à vous! C'est Josette Gonzalez, fille de disparue. Olivier Lemaire, frère de militaires disparus, et Djeloul Mimouni, représentant la communauté harki, qui vont dévoiler ce monument.
Des gerbes vont être déposées, l'une par Alain Marlex, le représentant du gouvernement, la deuxième par Thierry Rolando, président national du Cercle algérianiste, et la troisième par Suzy Simon Niquez, les photographes, qu'on puisse présidente déposer la gerbe de ce côté. du Cercle algérianiste des Pyrénées-Orientales. Aux morts!
Thank you.